Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à notre webinaire de sensibilisation, à la question de l'illettrisme. Donc, pour la commodité du webinaire, on va juste garder les micros fermés, mais vous pouvez mettre votre caméra si vous le souhaitez. Le webinaire sera enregistré et sera disponible en replay également, si jamais vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du webinaire ou si vous souhaitez le transmettre à vos collègues. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Sandra Dos Santos, qui est référente du CRIA, au sein du CARIFOREF, donc le CRIA qui est le centre de ressources, illettrisme et analphabétisme, et également de Anaïs Deschamps, qui est chargée de projet formation à la direction tout au long de à la formation tout au long de la vie, heu, pour la région Normandie. Nous souhaitions également, heu, avoir la présence de Géraldine Chambon, qui est coordinatrice régionale à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI. Malheureusement, nous sommes en pleine JNAI et elle est occupée, sur d'autres, rendez-vous. Donc, pour, ce webinaire, on va commencer par une présentation justement du contexte des JNAI, donc les Journées nationales, d'action contre l'illettrisme, dans lequel, enfin, ce webinaire est labellisé par ces journées nationales. On va commencer avec, quelques chiffres, sur l'illettrisme et la définition qui sera co-présentée par moi-même et Sandra. Ensuite, Anaïs nous présentera un kit, illettrisme, réalisé par la région Normandie. Et enfin, Sandra, nous présentera l'outil Evagile, qui devait être présenté initialement donc, par Géraldine Chambon. Et donc, Sandra a accepté de vouloir, présenter cet outil. Donc voilà, ce webinaire, il a été co-organisé avec Sandra et Anaïs qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Et nous avons également, notre collègue Joséphine qui s'occupe de la réalisation technique. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter Joséphine. On va également utiliser le chat si vous avez des questions. N'hésitez pas à l'utiliser, pour poser des questions et nous, de notre côté, on l'utilisera pour vous transmettre des liens, pour, retrouver toutes les informations que nous allons vous donner lors de ce webinaire. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sandra pour la suite. Merci Tom. Bonjour à tous, de Normandie et d'ailleurs, puisque j'ai vu que sont connectés des collègues aussi, Cariforef, à qui je fais un petit coucou, qui sont présents aussi autour de l'écran. C'est bien de voir qu'on a une audience qui va au-delà de la Normandie. Donc, comme l'a dit Tom, moi je suis référente au Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme au sein du Cariforef. Et je vais un petit peu vous évoquer donc dans quel cadre se passent ces journées nationales d'action contre l'illettrisme. Donc c'est la 10e édition en fait de ces journées. On est cette année, on fête les 10 ans. Chaque année en fait il y a une campagne qui se met en place autour de ces journées qui sont, je vous le rappelle, un temps fort qui normalement dure une semaine, mais qui, on le dit maintenant chaque année, est de plus en plus long, donc il a tendance à s'étendre, surtout le mois de septembre, ce qui est bien. Ça veut dire aussi que les acteurs des territoires s'en emparent. Donc cette année, en fait, vous l'avez à l'écran, le mot d'ordre de la campagne des JNAI, c'est illettrisme, en parler pour avancer. Et puis vous voyez les visuels qui défilent à l'écran. Il y avait 6 visuels pour la campagne cette année pour aborder le sujet de l'illettrisme, sur vraiment faire tomber ce tabou et essayer d'en parler plus facilement. Donc, on a au niveau de la mobilisation, je le disais, elle est vraiment, cette année, elle a encore pris encore plus d'ampleur, puisqu'on a, au niveau national, il y a plus de 1200 actions qui sont labellisées pendant ces journées. Et en Normandie, on a près d'une centaine d'actions qui sont menées pendant la semaine et puis un petit peu après, comme je l'ai dit. Donc, comme l'a dit Tom, le webinaire aujourd'hui fait partie de cette centaine d'actions labellisées en Normandie. Et qui se mobilise pendant ces journées, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, mais il y a vraiment, en tout cas,
en région et au niveau national, vraiment un nombre important d'acteurs vraiment divers qui peuvent s'engager pendant ces journées. Donc les acteurs au sens large de la formation professionnelle, hein, comme de tout ce qui est présent autour de l'écran, mais on a aussi un fort engagement, en tout cas en région Normandie depuis des années, qui permet aussi du coup de créer des liens sur le territoire entre vraiment différents acteurs. On a un fort engagement des médiathèques et bibliothèques aussi en région, qui mènent beaucoup d'actions avec les partenaires des territoires pendant toute la semaine. Et puis évidemment, il y a aussi le fait que ces journées, elles sont vraiment sur lever le tabou. Donc l'idée, c'est de s'en emparer vraiment de toutes les formes possibles. Donc ça peut prendre la forme, comme aujourd'hui, d'un webinaire, mais ça peut être aussi des rencontres, des témoignages. Alors ce qui est fort souvent, c'est le témoignage de personnes concernées par la situation d'illettrisme. Donc en région, on reviendra dessus tout à l'heure avec l'intervention d'Anaïs, mais on a la chance d'avoir un dispositif de formation et du coup, les stagiaires de ce dispositif de formation sont amenés à témoigner pendant ces journées nationales. C'est vrai que moi, je dis tout le temps, c'est cette parole-là qui porte le plus, je trouve, quand ce sont les personnes concernées qui s'expriment. Et puis, ça peut aussi prendre la forme de ciné-débat ou vraiment de choses plus informelles. Hein. La labellisation, elle peut aussi se passer quand on fait des actions en interne, aussi des réunions d'information où on évoque l'illettrisme et la problématique de l'illettrisme. Bon, j'irai pas plus loin sur ce contexte, hein, parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou si vous voulez même témoigner d'une action que vous menez vous-même, vous pouvez la mettre dans le chat. Hein. C'est aussi le but de ce webinaire, qu'on puisse un peu échanger. Alors, on est un peu dans du descendant, parce qu'on est en mode webinaire, mais le chat est là pour vous réagissiez aussi. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et puis si vous voulez évoquer une action ou si vous questionnez sur mettre en place une action pour l'année prochaine ou même en dehors des JNAI. On est là aussi pour ça aujourd'hui. Voilà sur la campagne. Donc ça, là, à l'écran, vous avez la campagne. Le site des JNAI, vous pourrez avoir le lien si vous ne l'avez pas déjà. Vous pourrez retrouver, il y a eu 2 spots qui ont été faits aussi sur la campagne cette année. On ne va pas vous les passer là, mais il y a 2 petits spots pour illustrer cette campagne qui ont été réalisés. Et puis, si vous allez sur la page programme des journées, normalement, je pense que vous voyez bien mon écran quand je le fais défiler, vous pourrez voir toutes les actions qui sont menées en région, si vous le souhaitez. Il y a vraiment un programme détaillé, puisqu'on est en plein dans la semaine, si ça vous intéresse de voir ce qu'il y a encore à venir. Hein, si vous voulez zoomer sur la région, vous pouvez filtrer les actions qui se passent seulement en Normandie ou dans une autre région pour ceux qui seraient dans une autre région. Alors, à l'écran, vous avez la petite carte des actions. Il y a eu un petit problème pour le référencement des actions au niveau de la cartographie parce que je vous ai dit qu'il y avait près de 100 actions. On voit bien qu'il y a beaucoup moins que 100 petits points à l'écran. Voilà pour le contexte des JNAI. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement pour pas qu'on soit que dans le descendant et qu'on ne fasse que parler, Anaïs et moi, c'est de répondre à un petit WooClap. Alors, je vais partager. J'en profite, j'ai mis le Voilà. lien du site des JNAI dans la conversation, donc vous pouvez cliquer dessus et retrouver les actions des JNAI normandes ou nationales. Voilà. Merci Tom. Je te laisse présenter le WooClap Tout à fait. et Alors, je complète au besoin. le WooClap, c'est un petit questionnaire, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'outil. Donc, je vous propose soit d'aller, première option, sur le site wooclap.com et d'entrer le code de l'événement qui est Yakebu. Donc, il y a 2 options, soit ça, soit vous scannez directement avec votre téléphone le petit QR code à gauche et ça va vous emmener normalement directement sur la page du WooClap. Donc n'hésitez pas à nous dire dans la conversation si c'est bon pour vous, si vous arrivez bien à vous connecter. Je vous propose pas la solution d'envoyer le code de l'événement par téléphone parce que nous avons essayé, nous n'avons pas réussi à le faire fonctionner de cette manière. Donc voilà, la première ou la deuxième option. Dès que vous êtes prêts, on va pouvoir commencer.
Là, j'ai 12 personnes qui sont connectées, Tom. Alors, je ne sais pas si ça marche pour tous. J'attends encore un peu. Je ne sais pas Alors, combien. On il est doit nous 18 manquer. participants. Ouais. Après, ça monte. On doit être 14 au total, normalement, parce qu'on a 4 personnes en interne. Donc, parfait. Donc, je pense qu'on va pouvoir Je vais pouvoir le commencer. lancer. Donc, la petite question, normalement, vous l'avez à l'écran maintenant, c'est qu'évoque pour vous le mot illettrisme? En un mot ou en quelques mots? Je vous laisse mettre plusieurs choses. J'aime bien déjà. Je vais voir vite s'il y a des questions qui savent. Voilà, ça marche. Tapez chacun votre mot. En fait, vous allez voir, je partage l'écran, hein, que tous les mots que vous partagez s'affichent Ça à bouillonne. l'écran. On voit qu'il y a beaucoup de mots qui s'affichent. Comme le principe du nuage de mots, vous savez, c'est les mots les plus récurrents sont ceux qui sont les plus gros. Donc là, on est sur la difficulté. Ah, ça bouge encore. Difficulté, puis je vois qu'il y a la difficulté de lecture. Donc, vous voyez, je pense que difficulté, c'est le mot le plus. Quotidien difficile, ouais. difficulté à lire. Le mot difficulté revient beaucoup. Savoir aussi. Il y a quand même le mot savoir. Alors, du coup, derrière tout ce qui est savoir de base. Numérique, honte, invisible, tabou, solitude, frein. Alors malheureusement, souvent, c'est pas très, c'est toujours le cas hein, quand on fait ces nuages de mots autour de l'illettrisme. C'est pas des mots très positifs parce que c'est une difficulté au quotidien, on le sait, même si les personnes concernées, ça les empêche pas hein, de posséder plein de compétences par ailleurs, au-delà des compétences de base qu'elles ne maîtrisent pas ou plus pour plein de raisons liées à leur situation. Bon, je pense que tout le monde a eu le temps de pouvoir participer, donc ça c'était pour être moins dans le descendant, qu'on soit un peu plus dans le... Quand même, que vous puissiez vous exprimer, puisqu'on ne vous ouvre pas vos micros, mais on vous permet de participer par ce biais-là. Eh bien, je propose d'enchaîner du coup, Tom, de passer justement un peu plus sur les définitions et les chiffres. Donc, je vais garder encore la parole pour cette partie-là. Vous n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Tom me les relayera. Ou amener des points de précision, ou des choses, si vous avez des choses qui ne sont pas claires dans ce que je vais vous dire, ou si vous voulez des précisions. Donc là, je vais vraiment faire une petite partie pas très longue sur les points de repère sur l'illettrisme, à revenir sur les définitions en premier lieu. Et puis, sachez, on ne vous l'a pas dit, mais on pourra vous partager aussi ce qu'on vous présente aujourd'hui, si vous êtes intéressé, pour avoir aussi après les éléments. En termes de points de repère et de définition, hein, c'est ce qu'on cadre en premier, c'est qu'on soit bien d'accord qu'on parle de la même chose lorsqu'on parle de l'illettrisme. Donc, la situation d'illettrisme, elle désigne les personnes qui après avoir suivi une scolarité en France, n'ont pas acquis donc une maîtrise suffisante, on l'a évoqué via le nuage de mots, de ce qu'on appelle les compétences de base, donc la lecture, l'écriture, le calcul, et on rajoute à cela maintenant le numérique aussi, pour être autonome dans les situations de la vie quotidienne. C'est-à-dire que, pour illustrer, au quotidien, une personne qui est en situation d'illettrisme va avoir des difficultés du soir au matin, du matin au soir, dans les actes de la vie quotidienne. On ne se rend plus compte quand on est lecteur comme nous, courant, mais on est confronté à l'écrit toute la journée. Hein, du matin, hein, quand on se lève, et si on prend un bus par exemple, si on aussi à l'écran, on a de l'écrit dans la rue, dans les écriteaux, sur les plans, enfin voilà. Tout ce qui est vraiment écriture et lecture, on ne s'en rend plus compte, mais on est confronté au quotidien. Après, on ne parle pas d'une situation d'illettrisme, mais de situations d'illettrisme, c'est-à-dire que c'est vraiment lié à chaque personne et à sa situation personnelle qui fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation.
Donc, c'est vrai que des personnes peuvent maîtriser la lecture et moins bien l'écriture, mais être à l'aise avec les mathématiques. D'autres vont être aussi en difficulté avec les mathématiques. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est que souvent, ça aussi génère des difficultés de repérage dans l'espace et le temps. Voilà pour l'illettrisme. Bon, là, je donne la définition basique et j'illustre un petit peu, je ne vais pas plus loin, mais on pourra voilà, répondre si vous avez des questions là-dessus. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas confondre avec deux autres situations avec lesquelles souvent on fait l'alphabétisme qui, là, concerne les personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Donc, qui n'ont pas du tout eu les apprentissages, elles ne sont pas passées par l'école, c'est-à-dire que du coup, l'illustration à l'écran est une main qui tient un stylo, et c'est vrai que ça veut dire que ces personnes qui n'ont pas du tout, par exemple, appris les gestes de la graphie pour pouvoir écrire, contrairement à quelqu'un qui a déjà été scolarisé et qui est en situation d'illettrisme. Et ce n'est pas non plus la même chose que ce qu'on appelle le français langue étrangère avec le sigle derrière qui est le FLE. Là, ça concerne les personnes qui arrivent en France, qui ont été ou pas scolarisées dans leur pays d'origine, dans leur langue d'origine, et pour qui il s'agit là d'apprendre le français. On distingue bien ces trois situations parce que derrière, ce ne sont pas les mêmes pédagogies non plus qu'on va mettre en place par rapport aux personnes concernées, puisqu'on voit que ce sont vraiment trois situations différentes. Voilà, ça c'est pour poser les bases de l'illettrisme et des définitions. Et puis, il y a un terme qui est de plus en plus utilisé ces dernières années, qui était un néologisme encore il y a quelque temps, mais ça n'en est plus un, puisqu'on l'emploie vraiment quasi au quotidien. On parle maintenant aussi d'électronisme, qui est en fait la contraction de illettrisme et numérique à la base, et qui là désigne en fait, vous voyez la définition que vous avez à l'écran, elle est très semblable à celle que je vous ai dit pour l'illettrisme, mais là on parle des personnes adultes qui ne maîtrisent pas les outils numériques liés, voilà, les outils numériques qu'on utilise au quotidien pour accéder à tout ce qui est information et pareil du coup agir en autonomie au quotidien, ça peut les handicaper. Donc on est d'accord que la situation d'électronisme est plus large, mais souvent englobe dedans les personnes en situation d'illettrisme, puisque lorsqu'on utilise le matériel numérique quel qu'il soit, que ce soit un téléphone, ce qui est le plus courant d'utilisation, un ordinateur ou une tablette, on a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pléthore d'écrits qui sont sur ces outils-là. Donc pour les personnes en situation d'illettrisme, on parle un petit peu de double peine, parce que du coup, elles combinent les deux difficultés souvent, même si elles combinent les deux difficultés et des fois s'appuient sur le numérique pour pouvoir s'en servir de levier. C'est-à-dire qu'elles peuvent contourner leurs difficultés liées par exemple à la lecture ou à l'écriture. Je pense par exemple à l'utilisation, alors on le fait tous, plus ou moins, mais de vocaux pour faire des SMS, plutôt qu'avoir à taper ces SMS pour l'utiliser. Et puis il y a d'autres stratégies qui peuvent être utilisées par les personnes. Donc, je commence à donner quelques données chiffrées, parce que là, on est sur les définitions, mais c'est toujours bien c'est bien qu'on aime toujours avoir des chiffres aussi pour illustrer. Donc, en termes de chiffres, là, c'est les chiffres qui datent de 2019 pour l'électronisme. On considère qu'il y a 17% de la population qui est concernée par l'électronisme. Ça représente plus de 9 millions de personnes. Donc, ça, c'était une étude de l'INSEE 2019. Et on a souvent ce chiffre qui revient. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on parle de 13 millions de personnes en difficulté avec le numérique. Donc là, on est un peu plus large que l'électronisme. C'est vraiment les personnes en difficulté avec l'outil. Évidemment, avec la dématérialisation des services publics et puis qui s'est accélérée ces dernières années, ça fait encore plus de difficultés pour le public auquel on est réunis aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes en situation d'illettrisme. Je ne sais pas si Tom, il y a eu des questions, des interrogations, puisque plutôt que dérouler, j'aime bien quand on est dans l'échange. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Il y a juste eu un petit commentaire sur l'électronisme pour dire que les personnes adultes, enfin, ça concerne les personnes adultes sans limite d'âge. Voilà. Oui. Ah, je vois que c'est Pascal Fernandez qui a mis cette petite remarque. En effet, Pascal, merci pour ton complément. Oui, c'est même sur l'illettrisme. Tout à l'heure, j'ai dit des personnes scolarisées, c'est-à-dire qu'on parle d'illettrisme quand on est arrivé aussi à l'âge adulte. Je le précise, on ne parle pas d'illettrisme
en deçà de 16 ans, c'est-à-dire que c'est au-dessus de 16 ans qu'on parle d'illettrisme, parce qu'avant, on est en difficulté, mais comme on est encore à l'école et en apprentissage, on ne parle pas d'illettrisme. Et pour l'électronisme, c'est pareil. En effet, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, derrière l'électronisme, souvent, on pense aux personnes âgées en premier lieu, parce que c'est vrai que voilà, c'est des personnes qui ne sont pas nées avec tous ces outils-là, et puis qui ont plus de difficultés. Mais il n'y a pas que les personnes âgées qui sont concernées par l'électronisme, puisque chacun a aussi une utilisation des outils selon son appétence et son quotidien. Alors, en termes de chiffres, je continue sur les illustrations en termes de chiffres. Donc là, je vais vous donner les derniers chiffres qui commencent à dater, pour en dire certains, puisqu'ils datent de 2012, vous voyez à l'écran. Alors, l'année prochaine, nous aurons les chiffres de la nouvelle enquête qu'a réalisée l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, on saura si le pourcentage que vous avez à l'écran de 7% de la population française en situation d'illettrisme, on saura si ce chiffre a baissé ou augmenté l'année prochaine. On est impatient d'avoir ces chiffres, parce que c'est vrai qu'on sait que ça avait baissé entre 2006, pardon, oui, la toute première enquête, c'était en 2006 de mémoire, ou 2004. M'excusez, j'ai un petit doute sur la date, mais bon, 2004 ou 2006, et on était à 9% à cette époque-là. Donc, on a vu quand même une baisse de 2 points entre les deux enquêtes. Donc, à voir si ce chiffre aura évolué l'année prochaine. Et en Normandie, on a le chiffre pour la Normandie. Toutes les régions n'ont pas un chiffre pour cette enquête-là, mais on a la chance de l'avoir pour la Normandie. Et on est quand même un point au-dessus, vous voyez, de la moyenne nationale. On est à 8% en Normandie. Qui se cache derrière les personnes en situation d'illettrisme en termes de chiffres et de représentativité? Donc, vous voyez, ce sont majoritairement des hommes. Ce sont 6 cas sur 10 des hommes. Au niveau de l'âge, on a vraiment une part beaucoup plus importante de personnes qui ont. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, quand je passe ma souris sur l'écran, vous avez les proportions. Hein. Donc, on a 30% pour la catégorie de 56 à 65 ans, 23% de 46 à 55 ans, 23% pour les 36-45 ans, 15% 26 à 35 ans, et quand même, je dis quand même, parce que de 18 à 25 ans, pour les plus jeunes, on a 9%. Voilà pour la répartition par âge. Donc, ça concerne quand même plus c'est un peu plus souvent les personnes un petit peu plus âgées qui sont en situation, mais ça concerne quand même tous les âges, comme on le montre ce camembert à l'écran. En termes de chiffres, on peut aussi préciser que plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme ont un emploi. Hein. Donc, 51% sont en emploi. Vous voyez, une personne sur 10 est au chômage. On a une part aussi de plus de 17% de retraités. Une petite proportion qui sont en formation inactivité, 13%, et puis 8% qui sont au foyer. Et puis, on revient sur une idée reçue à travers la dernière illustration que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que des fois, on peut se dire que ça concerne peut-être plus les villes, ou à l'inverse, des personnes qui pensaient que ça concerne plus les campagnes. En fait, non, on a un équilibre entre campagne et ville. Et vous voyez, si on additionne, on est vraiment à 48,5% précisément pour les zones rurales et 5% pour les zones urbaines. Ça, c'est pour revenir aussi sur quelques idées reçues en termes de chiffres qu'on peut avoir. Voilà pour ces données chiffrées. Une autre donnée chiffrée qui sur l'illettrisme, on a 2 données chiffrées. On a l'enquête que je viens d'évoquer, puis tous les ans, les jeunes qui passent la journée défense et citoyenneté, lors de cette journée, ils ont des tests qui sont réalisés. Et on mesure à ce moment-là le taux d'illettrisme chez les jeunes. Là, à l'écran, vous avez les données 2020. Il y a les données 2020, enfin, ce qui concerne les jeunes de 2022 qui ont été publiés, mais on n'a pas la proportion d'illettrisme en région et en département pour la 2022. Donc, je n'ai pas mis à jour ces chiffres-là sur la diapositive. On voit qu'on a quand même, au niveau de la Normandie, on a 4,5% des jeunes qui sont considérés en situation d'illettrisme. Et vous voyez la différence selon les départements qu'on avait pour cette étude de 2020. Je mets un petit bémol 2020, il faut rappeler le contexte, Covid. Donc, voilà, ces chiffres étaient... il y avait moins de jeunes qui s'étaient présentés au JDC en 2020. Donc, juste pour comparer, vous voyez qu'en Normandie, on a 9,6% de jeunes qui ont des difficultés de lecture.
Difficulté de lecture, c'est le niveau au-dessus de l'illettré, je dirais, ceux qui sont mesurés en ayant quelques difficultés autour de la lecture. Juste pour comparer, je vous donne le chiffre, on est à 4,6% en France en 2020. L'étude là, qui vient de paraître en 2022, on est à 4,9%. Vous voyez que ça a monté le taux d'illettrisme entre 2020 et 2009. Même si je mets un bémol à les comparer avec ce que je vous ai dit par rapport au contexte Covid de l'époque. Voilà pour les données chiffrées. Et puis, juste pour Alors, rappeler... Ah oui, je me vas-y, permets pardon. on a une question dans Oui. de Pascal dans le chat. Pour la future enquête, disposerons-nous de résultats à une échelle géographique aussi fine que proposée sur l'étude publiée en 2013? Bien non, Pascal, malheureusement, nous n'aurons pas ces données chiffrées. J'ai obligé de le préciser quand j'ai dit qu'on avait eu la chance d'avoir les chiffres pour la Normandie en l'étude 2012. En fait, l'étude qui sortira en 2024, malheureusement, on n'aura même pas une donnée régionale parce que ça n'a pas été fait pour cette étude-là. Donc, on ne pourra pas comparer le chiffre de 8% à l'étude qui paraîtra l'année prochaine. Quant à ce qui est affiché à l'écran, que tu as mis du coup, Pascal, c'était une étude qui avait été faite à l'époque, avant la fusion des régions. Et la carte je ne sais pas si tout le monde pourra la voir et la télécharger, que tu as mis dans la conversation. On avait travaillé, à l'époque, l'INSEE avait travaillé en Basse-Normandie, puisqu'on était encore en Basse-Normandie, sur un indice de risque de difficulté à écrire. On était sur un indice de risque, c'est encore autre chose, et qui permettait de mettre en avant certains territoires qui étaient plus en difficulté que d'autres. Donc ça, c'est encore un complément de l'étude que je viens de présenter, qui avait été fait en Normandie à l'époque. Et pour l'instant, il n'est pas prévu que ce soit réalisé non plus en région. Et oui, en effet, ces données, je suis d'accord, avaient permis en effet d'interpeller les territoires à ce moment-là, de faire prendre conscience voilà, des difficultés sur les territoires. Et donc, juste pour terminer, je voulais rappeler qu'on a, depuis 2021, été créée, et elle est présente en plus aujourd'hui sur ce webinaire, ma collègue qui est en charge de cet observatoire au sein de l'OREF, dans le CARIFOREF, donc un observatoire de l'illettrisme. Donc l'année dernière a été publiée et réalisée par Malika Demiotis, la première publication autour de l'illettrisme. À l'écran, vous avez le contenu de ce qui était vraiment cette étude. Je ne vais pas aller plus loin, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui parce qu'il faut que je laisse le temps à Anaïs de parler. Puis moi, je peux parler longtemps, en plus, vous l'avez vu. Donc, je vais m'arrêter là. Mais si vous souhaitez avoir plus d'éléments, on peut vous donner le lien aussi sur cette étude-là qui avait été mise en avant l'année dernière, lors des JNAI de l'année dernière. Et je vais m'arrêter, moi, pour la partie point de repère, en espérant que j'ai répondu à toutes vos questions, en vous rappelant que moi, j'interviens aujourd'hui, mais il y a un numéro info-service qui existe sur l'illettrisme aussi, auquel on est amené à répondre, nous, en interne, qui est le 0800 11 10 35. Voilà pour mon intervention. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'autres réactions, Tom, dans le chat, entre deux. Non, non, on peut continuer, je suppose, puis on reviendra à la fin s'il y a des questions qui arrivent d'ici là. Eh bien, Anaïs, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, Anaïs Deschamps, je suis chargée de projet pour la région Normandie. Donc, je suis référente illettrisme pour ma direction, donc la direction de la formation tout au long de la vie, et aussi référente des dispositifs de formation, donc savoir, et notamment les savoirs essentiels dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Alors du coup, voilà. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'était d'évoquer avec vous le kit illettrisme, donc qui avait été conçu par la région en 2020, donc d'ailleurs lancé pendant les JNAI du coup à ce moment-là. Et donc l'idée, voilà, c'était de vous en parler aujourd'hui comme voilà, outil d'aide à la détection de l'illettrisme et puis aussi outil qui peut vous permettre à vous, professionnels, de faciliter l'orientation des personnes que vous rencontrez sur le dispositif de formation de la région. Alors, tu peux continuer, Sandra, merci. Donc, c'est Sandra qui projette, donc à chaque fois, je vais être obligée de lui dire, voilà, tu peux passer à la slide suivante.
Alors, je souhaitais avant de rentrer vraiment dans le kit illettrisme, rappeler quelques éléments de contexte. Donc, dire que, les régions sont compétentes en matière de formation, des personnes en situation illettrisme depuis la loi de 2014. Donc, en Normandie, cela s'est traduit par, plusieurs dispositifs qui se sont, donc enchaînés depuis cette date, qui visent, voilà, à former les personnes en situation d'illettrisme. Et donc actuellement, notre dispositif, c'est le dispositif Savoir Essentiel. Donc je crois avoir vu quelques opérateurs de formation dans les participants. La région consacre un budget annuel de 21 300 000 € donc à ce dispositif-là pour 2023. Donc on est sur un dispositif qui est global. Donc là, dans ce budget, annuel, finalement, on a vraiment la part consacrée au dispositif Savoir Essentiel et pas uniquement, à la formation des personnes en situation d'illettrisme. Donc je souhaitais indiquer aussi en termes de contexte que sur notre, dispositif Savoir Essentiel, on a, approximativement donc 17 du public qui est en situation d'illettrisme à son entrée sur le dispositif. Donc ces 17 sont très variables en fait d'une région à l'autre, enfin d'une région, d'un lieu d'exécution à un autre en fait en région. On a certains organismes de formation, dans lesquels on va avoir une part d'environ 4 de personnes en situation d'illettrisme, mais à d'autres endroits, on va avoir une part beaucoup plus importante. Donc voilà, c'est vraiment une moyenne, régionale. Donc la région a fait le choix, voilà, d'avoir un dispositif de formation à destination des personnes en situation d'illettrisme, mais pour autant, les personnes en situation d'illettrisme qui n'accèdent pas forcément à notre dispositif de formation. Donc c'est, la difficulté aussi à laquelle certainement vous êtes confrontés dans votre pratique professionnelle. C'est pas parce que la personne a un besoin de formation qu'elle va automatiquement entrer en formation. Comme l'a dit Sandra tout à l'heure, il y a aussi, voilà, tout un tabou qui entoure, donc l'illettrisme. Les personnes ont des difficultés à en parler. Comme on l'a vu dans le nuage de mots aussi, voilà, il y a une gêne, une honte à dire qu'on a besoin d'une action de formation. D'où l'idée en fait de la région de créer ce kit illettrisme qui vise vraiment à faciliter l'orientation des personnes sur notre dispositif de formation. Donc tu peux passer, voilà, à la slide, merci. Donc notre kit illettrisme, il a été, co-construit donc par la région, par les opérateurs de formation Savoir Essentiel et par le centre, de ressources, illettrisme donc du Carrefour F de Normandie, grâce, au financement du plan régional d'investissement dans les compétences. Donc ce kit illettrisme, en fait, il avait plusieurs «cibles» entre guillemets, même si ce mot est pas très beau. D'abord, c'était, voilà, il a vraiment été conçu, pour, des professionnels qui travaillent dans des structures, normandes, initialement, mais qui sont pas forcément des spécialistes de l'insertion et de la formation. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, tout un tas de professionnels qui accueillent des personnes en situation d'illettrisme, mais pour d'autres choses que cette difficulté-là. Donc l'idée, c'était, voilà, d'avoir un outil, en tout cas, à destination de ce que nous, on a appelé le réseau Premier Accueil, donc un ensemble de professionnels, non spécialistes de la formation professionnelle. Et l'idée, c'était aussi, de venir en fait compléter les outils des professionnels de l'insertion, les conseillers en insertion professionnelle, par exemple, de Pôle emploi et des missions locales qui, eux, peuvent avoir des outils en interne de détection, de repérage des personnes en situation d'illettrisme. Mais voilà, l'idée, c'était de venir compléter ça, par, notamment la comment dire? La création d'outils de communication, notamment de vidéos qui vont venir promouvoir notre dispositif de formation. Donc surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, si, je suis pas claire à les poser dans le chat. Alors donc notre, kit illettrisme, il est composé, on va dire, de 3 de 3 éléments. Donc d'abord un document de sensibilisation à destination des professionnels. Donc voilà, on va revenir après, dessus. Ensuite, donc 3 vidéos de témoignages de stagiaires sur notre dispositif de formation. Donc comme le disait Sandra, c'est vrai que le côté témoignage, par les pairs à destination, de pairs, c'est vrai que ça a souvent un impact plus fort. Donc il y a eu le choix de créer 3 vidéos qui vont avoir, pour vocation de lever un peu les représentations que les personnes peuvent avoir sur la formation, professionnelle pour, voilà, faciliter leur orientation. Et puis aussi un flyer donc qui vise à promouvoir notre dispositif. Donc là sur le PowerPoint, il a été remis, ah non, il n'a pas été remis, mais on pourra le remettre dans le chat. Vous avez le lien vers la page, du site, de la région Parcours Métiers dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous ces outils pour, les utiliser dans le cadre de votre pratique professionnelle. Alors donc le premier document, c'est, le document de sensibilisation. Donc je ne sais pas si Sandra peut le montrer, vous comme ça sera plus, peut-être plus parlant pour vous. Voilà. Donc voilà, c'est un document vraiment de quelques pages, si tu peux voilà, descendre sur la page, suivante.
qui vise voilà, à reprendre, on va dire, la définition de l'illettrisme, donc celle que Sandra vous a présentée tout à l'heure. Voilà, faire un état des lieux aussi des signes qui peuvent être, qui enfin voilà, cumulés peuvent, laisser à penser qu'une personne est en situation d'illettrisme. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est un peu flou de mon côté, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vrai que voilà, l'idée c'était, au moment où il a été conçu et travaillé, donc notamment par les opérateurs de formation et le CRIA, l'idée c'était vraiment d'essayer de reprendre un ensemble de signes voilà, de difficultés pour, faciliter le repérage et permettre à des professionnels de se dire: «Ah, en effet, c'est vrai qu'il y a une personne, par exemple, qui vient fréquenter quotidiennement notre structure et c'est vrai que j'ai pu constater qu'il y a un ensemble de signes qui sont présents et qui pourraient me laisser à penser que la personne est en situation d'illettrisme et que peut-être moi, par mon attitude de professionnel, je vais pouvoir l'aider à en parler». Parce que c'est voilà, c'était aussi l'objectif de ces JNAI. C'était vraiment voilà, de faciliter la prise de parole et l'idée, c'était voilà, de se dire: «Il y a un ensemble de signes qui peuvent exister. C'est pas parce que la personne a ces signes qu'elle est en situation d'illettrisme, mais pour autant, ça peut, à moi, professionnel, me mettre la puce à l'oreille», on va dire ça comme ça, mais c'est pas très joli comme formulation et me permettre, en tout cas d'essayer voilà, d'évoquer ce sujet avec elle, même si, on sait que c'est compliqué. Et donc à la suite, vous allez avoir aussi, des conseils, sur, l'attitude à adopter, la posture, quel discours, je peux, voilà, je peux enfin, comment je peux essayer, en tout cas moi en tant que professionnelle, d'aborder la situation avec la personne pour la mettre en confiance et essayer de, voilà, de lui proposer, une solution qui est, donc la formation savoir essentiel. Donc voilà, ce document, il avait vocation à être, imprimé par exemple, pour, on peut se dire bon, voilà, à mettre, parfois dans les endroits qui vont être, comment dire? Enfin les endroits où vous pouvez partager entre collègues, qui sont pas forcément les endroits ouverts au public, mais qui vont vous permettre aussi parfois de laisser des documents à destination de professionnels et de se dire, enfin de permettre à certains de vos collègues aussi de se dire: «Ah bah tiens, c'est vrai que ce document-là, c'est intéressant, ça reprend, enfin ça permet d'avoir de façon condensée en fait, la définition de l'illettrisme, les signes qui peuvent, voilà, montrer que cette situation existe chez la personne qu'on reçoit et puis, l'attitude à adopter pour lui proposer une solution de formation». Voilà, je ne sais pas si tu peux revenir sur, voilà, très bien, merci. Donc voilà, il y avait ce premier document. Ensuite, donc le gros du kit illettrisme, c'était donc, 3 vidéos, qui visent à permettre de proposer des solutions, donc la formation à destination de ces personnes-là. Donc l'objectif de ces vidéos, c'était de donner envie aux personnes de se former, de découvrir la formation grâce à des témoignages de pairs et de lever surtout des idées reçues. Puisque c'est vrai que, voilà, beaucoup de personnes ont eu un parcours d'échec scolaire et parfois on peut associer la formation professionnelle pour adultes à, la formation initiale. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est montrer qu'en fait, on n'est plus du tout dans le même contexte d'apprentissage et que Savoir Essentiel peut constituer une réponse pour ces personnes. Donc le mieux, ce qu'on s'est dit, c'était que le plus simple, c'était de vous partager, au moins une de ces vidéos aujourd'hui pour que vous puissiez, voilà, en prendre connaissance et pouvoir aussi après, la partager, aux personnes que vous recevez dans vos structures. Comme l'a dit Anaïs, je vais lancer la vidéo en espérant que ça fonctionne bien et que ça ne bug pas trop. Donc, vous me Sinon, dites. je vous ai mis le lien du kit illettrisme dans la conversation, donc vous pourrez retrouver ces 3 vidéos, en bas de la page, du kit illettrisme, au cas où ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Je lance et vous me dites si c'est bon dans le chat. J'ai pris confiance en moi en venant ici. Commander un café en terrasse, faire le calcul de sa monnaie, s'orienter en centre-ville sont pour la plupart des gens des actes anodins du quotidien. Et pour certains, parvenir à réaliser de telles actions est une véritable réussite, issue d'un travail de plusieurs mois et d'une confiance en soi retrouvée. Partons à la découverte des centres de formation qui les ont accueillis. Awes, bonjour, merci de nous accueillir dans un centre de formation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, nous sommes un centre de formation qui accueille en fait tout type de public avec des besoins de formation, qui permet d'aider les personnes qui sont en situation de difficulté aujourd'hui, que ce soit d'expression orale, que ce soit d'écriture, que ce soit de calcul, qui sont nécessaires à la fois
tant d'un point de vue des démarches administratives que dans un cadre professionnel. Dans ce cadre-là, nous, on va proposer en fait une méthodologie adaptée et tout un tas d'ateliers qui vont répondre justement aux besoins de ces personnes, avec l'idée, à un moment donné, que les personnes, à l'issue de leur formation, puissent se débrouiller tant dans leur quotidien ou alors, dans un cadre professionnel, faciliter à un moment donné l'exercice au quotidien de leur activité professionnelle. On parle d'atelier parce que justement, pour bien montrer aux gens qu'ici, c'est pas une école. Donc les modalités sont différentes. On n'est pas sur chacun sa petite table, on travaille ensemble. J'aime pas trop l'école, donc je ne sais pas très bien. Et cette formation, je trouve que ça m'a... En fait, j'ai envie de faire des maths et du français et d'apprendre. Puis c'est ouvert à tous, en fait. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Cyril, cet aspect ludique d'apprentissage, c'est bénéfique pour les stagiaires, j'imagine? Complètement, parce qu'automatiquement, on ajoute l'outil numérique avec justement la partie pédagogique de différentes matières, telles qu'on a pu le voir, le français, la mathématique, et aussi quelques domaines de culture générale. On adapte en fait notre pédagogie justement, qui est totalement différente. On va personnaliser en fait nos actions de formation. Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins individuels en adaptant tout un tas de choses. La pédagogie, le planning des candidats à la formation, puisque certains en fait ont des réalités quotidiennes. On peut apprendre aujourd'hui en sortant à l'extérieur, donc on fait des visites, que ce soit d'entreprise, que ce soit à un moment donné dans le monde culturel, de telle manière à permettre aux personnes d'apprendre dans des contextes totalement différents. Alors Sylvain, on est dans une radio, on a vu qu'il y avait un petit questionnaire. Quelle est la finalité de ce questionnaire? On essaye donc d'organiser à peu près une fois par mois donc une sortie dans différents endroits. C'est assez varié, mais c'est toujours dans l'intérêt aussi que le public peut y trouver. Romane, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience? En fait, on met en pratique ce qu'on a appris. Ça donne quand même un peu d'expérience, surtout pour les personnes qui sont timides. Et ça donne confiance en soi en fait. Ça fait plaisir parce que je me dis que j'y arrive en fait. Et que tout le monde peut y arriver. Presque un Normand sur 10 rencontre au quotidien des difficultés avec la lecture, l'écriture ou le calcul. La région Normandie finance un dispositif pour accompagner tous ceux qui le souhaitent dans la résolution de ces difficultés. Il y a forcément près de chez vous un centre qui propose les savoirs essentiels. Formation gratuite, adaptable au rythme de chacun. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour bénéficier de cette formation. Plaisir. À venir. Confiance. Agréable. Parfait. Connaissance. Motivation. Magnifique. Alors, j'ai une question dans le chat. C'est Pascal Seu, qui est coordinatrice d'un OF dans un groupement d'associations structures d'insertion par l'activité économique et qui a des formations qui visent à remédier aux situations d'illettrisme, d'analphabétisme ou de FLE. Leurs formations sont en général financées par l'OPCO des structures. Comment peut-on devenir prestataire du dispositif Savoir Essentiel ? Donc la région en fait fonctionne par marché public pour l'achat de toutes les actions de formation, que ce soit dans le domaine préparatoire ou qualifiant. Donc on passe des marchés régulièrement pour renouveler nos dispositifs de formation. Donc pour être prestataire de la région, il faut répondre à ces marchés donc qui sont lancés en vous abonnant aux plateformes des marchés publics, où vous pouvez avoir des alertes de tous les marchés qui sont lancés par la région Normandie. Et après, on rentre dans un processus de consultation où donc les chargés de mission vont instruire les offres et puis retenir pour chacun des lots les offres qui répondent le mieux à la commande de la région. Donc c'est vraiment d'être attentif aux marchés publics qui sont lancés par la région Normandie. Donc pour revenir sur la vidéo, vous l'avez vu, donc là c'était une première vidéo. Je ne sais pas si on aura le temps d'en partager une autre, mais c'est vraiment l'idée, c'était dans la conception de ces vidéos-là, c'était de prendre différents aspects de la formation Savoir Essentiel et de faire témoigner des équipes pédagogiques, des stagiaires sur la façon dont se déroule cette formation pour essayer d'en parler différemment, parce que c'est vrai, quand on est conseiller ou quand on est par exemple agent d'accueil dans une structure où on reçoit du public, c'est pas toujours évident de se dire comment je pourrais parler de la formation. Moi-même, je la connais pas forcément. Donc l'idée de ces vidéos, c'est vraiment en tout cas de donner des arguments aux personnes pour qu'elles aient envie d'entrer en formation.
Donc l'idée, c'était qu'elle puisse être utilisée lors de rendez-vous, par exemple. Ça peut être aussi de plus en plus de structures ont aussi des écrans dans leur, par exemple, dans leur salle d'attente. Donc c'était aussi de pouvoir se dire que c'est un type de vidéo en fait qu'on peut aussi mettre dans une salle d'attente, qu'on peut partager aussi auprès d'un groupe pour créer aussi l'échange, le débat sur la formation. Alors donc, on a vu quelques objectifs dans la vidéo que je vous ai partagée, mais voilà, l'idée, c'était de vous rappeler quand même les grands objectifs de la formation savoir essentiel. Donc il y a tout ce qui est, travail sur la communication en français, donc dans différentes situations de la vie quotidienne, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc c'est vrai que ça a été dit par le formateur lors de la vidéo, hein. Il y a vraiment tout un tas de supports pédagogiques qui sont mis à disposition des stagiaires pour communiquer, en français. Donc là, on l'a vu, par exemple, les stagiaires, voilà, a été amenés à faire une émission de radio. C'est une façon de le travailler différemment, autrement que avec, voilà, un crayon et sur une table. Il va y avoir tout ce qui est, compétences mathématiques, sciences et technologies, donc vraiment les compétences de base nécessaires aussi, voilà, dans la vie quotidienne. L'utilisation des outils numériques, on l'a vu aussi dans la vidéo, hein. L'idée, c'est aussi de permettre aux personnes d'être à l'aise quotidiennement avec l'usage du numérique. Après, il y a tout un travail, autour d'autres compétences, voilà, plus transversales, donc notamment l'image de soi, la confiance en soi. On l'a vu dans la vidéo, hein. C'est vrai que les stagiaires, quand ils ressortent de la formation savoir essentiel, c'est la première chose souvent qu'ils vont dire, c'est, «Cette formation, elle m'a fait reprendre confiance en moi», parce que le fait voilà, de se remettre dans un apprentissage, d'arriver de nouveau à être dans un groupe, de travailler en équipe, ça permet voilà, d'avoir une meilleure image de soi-même et de reprendre confiance. L'objectif de cette formation, ça va être aussi de découvrir les ressources de son territoire. Qu'est-ce qui est à proximité de chez moi? Quelles structures culturelles existent? Qu'est-ce que je peux solliciter? Quelles associations sont présentes et peuvent m'aider dans mon parcours d'insertion? Et enfin, il va y avoir tout ce qui est le développement de la mobilité physique et psychologique. Sandra, tout à l'heure, prenait l'exemple des personnes voilà, qui n'arrivent pas à lire un plan. L'idée par exemple, dans la formation, ça va être ça, de créer, des visites. Les stagiaires vont devoir s'organiser pour pouvoir se rendre à un endroit, y aller par leurs propres moyens et petit à petit, voilà, développer la confiance en eux et arriver à faire des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire, auparavant. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc après le point important aussi à avoir en tête sur cette formation savoir essentiel, c'est qu'elle est vraiment individualisée. Ça a été dit aussi dans cette vidéo, hein, elle est individualisée en termes de durée. Tous les stagiaires n'ont pas les mêmes besoins. Donc il y a des stagiaires qui vont avoir par exemple un besoin en numérique plus important et vont faire un parcours plus long. Donc c'est vraiment adapté. Les organismes de formation font un positionnement et permettent de déterminer la durée de la formation pour chacune des personnes. Ça va être la même chose sur l'intensité, donc ça a été dit aussi, quelqu'un qui a des problèmes de garde d'enfants, par exemple, va pouvoir peut-être ne pas venir, le mercredi ou va pouvoir faire un parcours à temps partiel pour que ça réponde aussi à ces difficultés d'organisation. On a une formation aussi qui va être individualisée en termes de modalités pédagogiques. On va avoir des temps en centre de formation, des temps à l'extérieur. On va avoir une diversité aussi en termes de contenu. On va avoir comment dire? Des contenus en salle de formation avec, du papier crayon. On va avoir des contenus sur le numérique. On va avoir, voilà, de la vidéo, enfin tout un ensemble de contenus qui sont diversifiés et qui permettent aux personnes d'apprendre dans des contextes différents. Et enfin, on a un dispositif qui va s'articuler avec les autres dispositifs, de la région. C'est aussi enfin voilà, l'objectif, c'est de pouvoir après, on va dire passer à l'étape suivante et enchaîner sur une autre, formation notamment. Et dire aussi que, voilà, l'objectif de cette formation savoir essentiel, c'est de sécuriser au maximum le parcours des personnes on a mis en place cette formation de formateur, enfin cette fonction de formateur référent qui va vraiment être une personne de référence dans l'organisme de formation pour chaque personne et qui va permettre de lever les difficultés qui peuvent se poser, au fur et à mesure de la formation. Parce qu'on sait que c'est pas simple de rentrer en formation. Voilà, dire rapidement aussi donc, dans l'objectif de sécurisation des parcours des stagiaires, la formation savoir essentiel, elle ouvre droit à la protection sociale et elle est agréée à rémunération. Donc ça veut dire quelqu'un qui ne bénéficie pas de l'allocation retour à l'emploi de Pôle emploi va pouvoir bénéficier d'une rémunération de la région, donc qui va être, versée à hauteur du nombre d'heures de formation qu'il effectue par mois. Qu'en fonction aussi de la situation de chaque personne, elle peut ouvrir droit à des aides connexes de la région, donc notamment pour la mobilité, une majoration parents isolés. Et enfin que, la rémunération de la région s'articule aussi avec, les autres, enfin les minima sociaux qui peuvent exister, donc notamment le RSA et l'ASS. Et aussi, voilà, qu'on est sur des parcours qui sont souples et que quelqu'un peut tout à fait reprendre, par exemple, une activité un certain temps, faire des allers-retours entre emploi et formation et se voir, voilà, avoir on va dire un cumul entre la rémunération de la région et le salaire qu'elle touche.
Et donc voilà, la région, grâce notamment au cofinancement européen, donc prend en charge l'intégralité des coûts pédagogiques. Du coup, il manque un S à coût, vous m'en excuserez. Donc voilà, la région prend en charge les coûts de formation. Les stagiaires n'ont rien à payer quand ils vont en formation et donc peuvent aussi avoir voilà, une rémunération et pouvoir certifier leurs compétences, donc notamment passer le CLEA pendant leur formation. Et ça sera pris en charge par la région également. Alors là, c'est le maître du temps qui, voilà, voilà, du coup, c'est vrai on s'était dit que peut-être on pourrait, partager une seconde vidéo, mais ça va être, trop court aujourd'hui. Donc je vous encourage vraiment, Tom a mis le lien dans le chat, hein. Il y a vraiment 2 autres vidéos qui sont super aussi, notamment le témoignage aussi d'une dame qui a suivi cette formation et qui montre comment ça lui a servi dans son parcours. Voilà, je vous encourage vraiment à aller les regarder et à les partager un maximum aussi avec, les personnes que vous recevez dans vos structures. Et donc le dernier, on va dire la dernière partie du kit illettrisme, donc c'était, le flyer de la région, donc vous pouvez voir à l'écran et puis aussi une plaquette personnalisable, donc je ne sais pas si tu l'as, Sandra, ou si tu peux la partager? Alors, la plaquette personnalisable, je ne sais pas si je l'ai, elle va l'avoir à l'écran, puis je vois surtout l'heure qui tourne en plus. OK. Alors Donc du coup, attends, c'est moi, mais du on coup pourra la renvoyer par, oui, voilà, ouais. par on fera ça. Donc en fait, c'est une plaquette, voilà, qui reprend les objectifs, du dispositif Savoir Essentiel et qui vous permet aussi de, voilà, comment dire? De pouvoir inscrire, l'adresse de l'organisme de formation, le rendez-vous si vous en avez pris un, et de le remettre à la personne, voilà, que vous accompagnez. Et donc je vous mets juste un lien dans le chat, c'est le lien vers le site, Trouver ma formation qui vous permet aussi de trouver l'opérateur Savoir Essentiel qui est à proximité de, voilà, de votre lieu. Voilà. Je l'ai mis à l'écran vite fait pendant que tu parlais, la plaquette, Anaïs. Ah oui, merci. Voilà, donc la plaquette, qui peut être, voilà, remise aux personnes que vous recevez dans votre structure. Merci Anaïs. On a juste eu une petite question de Pascal, Fernandez en attendant. Au-delà des savoirs essentiels, en lien avec l'électronisme, aujourd'hui, quel lieu en Normandie, pour faciliter l'accès au numérique, accompagnement aux démarches dématérialisées, Maison France Service, EPN? Alors donc, tu as Anaïs? Tu veux? C'est vrai que là, j'ai pas forcément à avoir, La réponse, c'est vrai qu'il existe, un tas de beaucoup de lieux. finalement, beaucoup de dispositifs aussi, notamment financés par les conseils départementaux, voilà, en région Normandie et qui sont variables aussi d'un département à l'autre, donc c'est vrai que je peux, si vous voulez, vous mettre, dans le chat, le lien vers, la carte, normande des EPN. Je ne sais pas si ça répondra, à votre question, mais c'est vrai que c'est important de souligner que par rapport à l'électronisme, il y a beaucoup, voilà, beaucoup de dispositifs qui peuvent exister pour, venir en aide, aux personnes qui sont en difficulté avec l'outil numérique. Et puis en complément, moi, je dirais même que ça demanderait un webinaire en soi, du coup, pour parler du sujet. Donc, ça pourrait être une autre thématique envisagée, mais on ne va pas avoir le temps parce que moi, je me fais un peu mettre du temps là et je vois l'heure qui tourne. Donc, désolée, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on va peut-être vite sur des éléments, mais c'est aussi l'intérêt d'un webinaire en 1 heure, d'essayer de vous présenter le maximum d'éléments. Donc, moi, je garde la main, du coup, sur la parole pour très vite, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée aujourd'hui, c'était, comme je dis, d'aborder le sujet, puis d'évoquer les outils que vous avez à disposition, des outils régionaux comme le kit, et puis des outils plus nationaux comme ce que je vais vous présenter rapidement maintenant. Alors, on l'a vu, la moitié des personnes en situation illettriste sont en emploi. Donc, comment aussi sensibiliser sur le volet emploi et donc sensibiliser tout le milieu professionnel à prendre en compte cette situation d'illettrisme. Donc, a été créé un outil en ligne qui s'appelle Evagile. Les outils de la NLCI souvent commencent par EVA pour évaluation. Donc là, vous voyez, l'outil, c'est vraiment un outil d'évaluation pour la gestion des situations d'illettrisme en milieu professionnel. Je ne vais pas vous faire une démonstration de l'outil en direct, parce que ça met qu'il faut une durée moyenne de 5 minutes pour le faire. Je vais vous expliquer quoi il a été construit, dans quel contexte et à quoi il sert concrètement. Cet outil, il est vraiment pour sensibiliser
Les entreprises, au sens large du terme, donc on est d'accord que derrière l'entreprise, on met tout le volet privé, public et tout ce qui se rapporte au milieu professionnel. Et donc tous les encadrants, les dirigeants, les personnes qui sont amenées du coup pouvoir être en contact avec des personnes en situation d'illetrisme qui sont en emploi, leur faire prendre conscience de cette situation à l'aide de cet outil. Pour après pouvoir enclencher des formations en direction des personnes concernées, mettre en place vraiment quelque chose pour répondre à cette problématique, hein, parce que même si les personnes sont en emploi, elles peuvent du coup avoir des difficultés. Ça peut, on le sait, je ne vais pas rentrer en détail là tout de suite, mais arriver même à des accidents de travail, hein, s'il y a une mauvaise lecture, par exemple, de consignes, pour une personne qui est amenée à changer de machine ou qui a vraiment mis en place, on l'a dit, des stratégies pour lire, par exemple, tout ce qui est consigne et puis que tout est changé à un moment donné, si voilà, elle n'arrive pas à lire les nouvelles consignes, ça peut catastrophe, hein, il faut le dire, ça a déjà eu lieu. Donc, c'est de faire prendre conscience de tout ça, hein, cet outil. Donc, comment il se décompose? En fait, il y a 3 niveaux dans cet outil. Il y a un premier temps, il y a une dizaine de questions qui permettent de mieux cibler statistiquement quelle est la structure qui répond au questionnaire Evagile. Après, on arrive à un deuxième niveau qui permet de voir si la structure qui répond est confrontée à des risques d'illettrisme dans son entreprise, quelle qu'elle soit. À l'issue de ce deuxième niveau, on arrive à un taux en fait d'illettrisme. C'est-à-dire que à cette étape-là, il va être affiché que l'entreprise a un risque d'être confrontée à des situations d'illettrisme. Il y a un taux ça démarre donc à 10%. Donc 10%, c'est un taux, même s'il est présent, assez faible. Hein. Mais après, on a un taux de 25%. Donc là, on est d'accord, hein, ce n'est pas 25% de personnes en situation d'illettrisme, c'est un risque de 25%, 50%, et on va jusqu'à 75%. Donc, autant vous dire que quand on a un taux de 75% suite à avoir rempli ce questionnaire, il faut quand même peut-être se préoccuper et mettre des choses en place. Et donc, la troisième étape permet de creuser tout ça et d'arriver à un résultat. Je ne vais pas vous l'afficher là non plus parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, on pourra échanger dessus si vous le souhaitez, qui permet d'avoir une combinaison entre justement le niveau des coûts que ça peut avoir pour la structure et puis les stratégies d'évitement qui peuvent être mises en place et puis les stratégies de contournement qui peuvent être aussi mises en place par les personnes au sein de l'entreprise face aux situations d'illettrisme. Donc, c'est vraiment pour faire prendre conscience de la situation et aller plus loin après par rapport à cette situation d'illettrisme en entreprise. Et ce que je vous propose, même si le temps est déjà bien écoulé et qu'on est presque, on a dépassé un peu notre timing, mais je pense que c'est important, je vais juste vous partager une petite vidéo, elle dure 2 minutes, 3 minutes, qui justement, c'est une entreprise qui témoigne après avoir utilisé Evagile et mis en place quelque chose que ça illustre bien. Donc je vous la passe quand même. Si vous devez nous quitter, tant pis. Défi s'est mobilisé sur la question des compétences de base parce que parmi nos publics, nous accueillons des personnes qui peuvent ne pas avoir été à l'école ou avoir quitté l'école très tôt. De ce fait, c'est une question qui se pose régulièrement pour quelques salariés polyvalents. Comment les accompagner vers la formation? Quelle formation peut s'adapter à leurs besoins individuels? Quand nous avons réalisé le diagnostic Evagile, nous n'avons pas eu de grande surprise étant donné le public que nous accueillons. Mais c'est un point d'entrée pour travailler en équipe sur le sujet. Pour mobiliser l'équipe à l'interne, nous avons sollicité des encadrants de différents secteurs d'activité, couture, mécanique automobile, espace vert, les accompagnatrices des parcours d'insertion et notre service formation. Il faut savoir qu'à Défi, les situations d'illettrisme sont souvent repérées à l'accueil du salarié par l'agent administratif qui ouvre son dossier RH
ou par l'accompagnatrice socio-professionnelle. Parfois, les situations sont repérées un peu plus tardivement lors de formations. Ce qui est prioritaire pour nous, c'est de mettre en place des outils pour faciliter et formaliser le repérage, mais sans stigmatiser. Nous avons également associé au projet l'organisme de formation Point Fort pour son habitude de nos publics et de notre collaboration qui fonctionne bien. Ensuite, l'OPCO Uniformation pour sa connaissance des dispositifs accessibles à l'IAE et de défis en particulier. Aujourd'hui, nous nous attachons à renforcer le pôle formation de défis. Ça passe également par la professionnalisation de l'encadrement pour mieux accompagner tous les publics dont font partie les personnes en situation d'illettrisme. Mais il faut avant tout du temps pendant le parcours de la personne pour créer la relation de confiance nécessaire et également à la sortie de défis pour poursuivre cet apprentissage complexe de la lecture et de l'écriture. Il faut donc que nous trouvions des solutions de proximité accessibles sur un territoire très rural. Petite vidéo, je trouve qu'elle est très parlante. Donc, c'est pas un témoignage régional, hein, c'est un témoignage de structure au niveau national, mais je trouve que ça illustre aussi bien le cheminement par l'utilisation des valises Gilles et ce qu'on peut mettre en place ensuite. Pardon, je veux dire que je ne partage pas ce qu'il faut. Ce qu'on peut mettre en place en entreprise suite à un repérage de situation d'illettrisme et aussi la notion qui a été évoquée, je trouve importante, du temps que ça prend aussi, de bien avoir conscience que ça se fait sur la durée. Il est 12h02, on a un peu dépassé notre horaire. C'est toujours compliqué de tenir le timing. Je laisse la parole à Tom pour la conclusion. J'étais rapide sur la dernière partie, sur Evagile, mais au moins, je vous ai évoqué l'outil et la petite vidéo, et puis on vous donnera les éléments qu'on vous a présentés. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais remercier tous les participants et participantes. Également, Sandra qui a accepté de co-organiser ce webinaire. Et puis également à Anaïs qui a accepté notre invitation à venir présenter ce kit illettrisme. Donc, j'espère que ce webinaire vous aura été utile. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'Anaïs, tu as mis ton adresse mail sur le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant ou plus tard. Vous pourrez revenir vers nous. Et puis, restez bien connectés sur la place pour connaître les dates et nos prochains rendez-vous de webinaires ou d'autres événements. Et puis, Sandra aussi a mis son adresse mail si vous avez des questions plus en ce qui concerne les chiffres de l'illettrisme ou de l'outil Evagile. Et voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, puis une bonne fin de journée.